Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série, on continue toujours autour des combats et on va examiner un petit peu, on va dire la dernière option, le dernier truc, et c'est sans doute ce qui fait que ce jeu diffère pas mal d'autres jeux. Ce sont les techniques martiales. Concrètement, les techniques martiales, c'est quoi? C'est un peu comme des atouts que les joueurs ont et qu'ils peuvent dépenser pendant un combat pour se créer un avantage. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte, je les ai créés sous la forme de cartes à jouer, style format Magic en fait, et les joueurs à chaque montée de niveau peuvent éventuellement en acquérir certaines. Le principe d'acquisition est très simple, à chaque fois qu'un joueur investit un point de progression dans une compétence d'arme ou de combat à main nue, c'est inclus, il gagne une technique martiale correspondant à l'arme ou une technique martiale dite libre. En effet, il existe une catégorie de techniques qui peuvent s'utiliser, peu importe l'arme qu'on a en main. Et c'est toujours intéressant, dans le cas où aucune technique martiale de l'arme en question ne vous intéresse, de pouvoir taper dans une sorte de pool commun, en quelque sorte. Il faut noter une petite particularité concernant les armes de jet, elles n'ont aucune technique martiale. Il n'y a pas de technique à l'arc, il n'y a pas de technique au javelot, et vous ne pouvez pas utiliser une technique martiale de dague quand vous lancez une dague, c'est uniquement au corps à corps. En revanche, le fait d'investir un point de progression dans une de ces armes de jet vous permet quand même d'acheter une technique martiale libre du coup, puisqu'il n'y a pas de technique liée aux armes de jet. Mais ça vous permet quand même d'acquérir une technique libre. Quand j'ai créé les techniques martiales pour les armes, je me suis évertué à essayer de leur donner une véritable couleur. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on fait avec une hache ou ce qu'on fait avec un marteau est à peu près dans la même famille, dans le même ordre d'idées. Les armes sont très dirigées pour certains types d'actions plus que pour d'autres. Une fois que vous avez vos techniques dans votre deck, on va appeler ça comme ça, il ne vous reste plus qu'à les utiliser en combat. Alors chaque technique bien évidemment peut s'utiliser à des moments différents. Il y a des techniques qui s'utilisent en réaction à ce qu'a fait l'adversaire. Il y a des techniques qui s'utilisent préventivement, il y a des techniques qui s'utilisent quand vous frappez. Il n'y a pas d'obstacle particulier à l'utilisation d'une technique martiale, si ce n'est que vous ne pouvez pas en utiliser plus de 3 pendant le même tour. Il y aurait beaucoup de façons de classer ces techniques-là, la façon que je préfère, c'est de les classer en fonction du nombre de fois où on peut les utiliser pendant un même combat. Il y a en gros 2 familles de techniques. Il y a les techniques uniques, qui ne s'utilise qu'une seule fois, alors pas par jour, hein, pendant un combat entier, jusqu'à la fin du combat, jusqu'à la dernière init. Les techniques uniques, c'est une fois, et en général, elles sont redoutables. Et à côté de ça, vous avez des techniques plus faibles, qui elles peuvent s'utiliser jusqu'à 3 fois dans un même combat. Comment je fais en sorte que les joueurs le repèrent et que je le repère? C'est très simple. Les techniques qui sont utilisables plusieurs fois ont tout en haut de la petite carte de la technique en question un petit compteur du nombre de fois où elles sont utilisées. Et les techniques uniques n'en ont pas, ça veut dire que si vous voyez une technique et qu'il n'y a pas de petit numéro en haut, c'est que vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Mis à part cette différence d'utilisation, les techniques uniques ou les techniques multiples coûtent toutes un certain nombre de points. Et pour l'instant, elles sont quasiment toutes à 1 point. Je vais revenir après sur le quasiment toutes. Vous vous posez donc normalement la question suivante, puisque j'ai des points à dépenser pour activer mes techniques martiales. Comment je trouve ces points? Combien j'en ai? Comment j'augmente le nombre de points que j'ai? Voilà donc le système que j'ai mis en place. À chaque fois qu'un personnage investit un point de progression dans un rang d'armes ou de corps à corps, il gagne 1 point de ce que j'ai appelé l'endurance. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a un rang de dague à 2 et un rang d'épée à 2, a priori, il a 4 points d'endurance. Soit au final, de quoi utiliser au moins une fois chaque technique qu'il a acheté. Puisque s'il a 2 rangs en dague et 2 rangs en épée, ça veut dire que en même temps, il a acheté 2 techniques grâce à la dague et 2 techniques grâce à l'épée. Et il a 4 points. Donc soit il utilise au cours d'un même combat les 4 techniques différentes, soit il va utiliser 3 fois la même plus une autre, libre à lui de choisir. J'ajoute à ça une petite particularité pour ceux qui ont choisi la carrière de combattant. Les combattants, quand ils montent de niveau, qu'ils aient acheté une arme ou pas, gagnent 1 point d'endurance gratuit.
Ce qui veut dire que le pool d'endurance des carrières de combattants est forcément et fatalement plus élevé que celui des autres carrières. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la progression d'endurance n'est pas forcément ou nécessairement liée au niveau. Vous pouvez croiser des personnages de très haut niveau, mais s'ils n'ont pas investi des points de progression dans les compétences d'armes, ils n'ont pas un pool d'endurance élevé. Le pool d'endurance élevé, c'est directement lié à l'apprentissage du maniement des armes. A priori, vous savez maintenant comment j'ai mon pool d'endurance, vous savez comment je le dépense, un point une technique, et j'en profite, je le place ici, mais il existe certaines techniques qui vont vous demander 2 points, ce sont les techniques les plus puissantes. Mais elles sont pas encore abordables par mes joueurs, donc pour l'instant le souci ne se pose pas vraiment. J'ai simplement posé comme principe qu'à partir d'un certain moment, les techniques vont demander un énorme investissement en points d'endurance. Et encore énorme, je mets des guillemets, parce que 2, c'est 2 fois plus, certes, mais c'est pas non plus incroyable. Il faut savoir en outre que ces techniques martiales demandent parfois d'avoir un certain rang dans la compétence de l'arme en question. Il y a des techniques qui sont redoutablement efficaces à la hache, par exemple, sauf que pour pouvoir l'acheter, la technique en question, eh ben, il va falloir avoir un rang de hache 4 ou 5 ou 6. Ce qui veut dire qu'un débutant ne peut pas se jeter sur la technique surpuissante dès le début. Il y a énormément de techniques qui demandent juste le rang 1, donc accessible dès le début, mais très vite on en fait le tour et leur efficacité est pas discutable, mais elle est tranquille. Et à un moment, le joueur, à force d'acheter des rangs dans une arme précise, commence à débloquer des techniques qui peuvent renverser un combat. Elles ne coûtent pas plus cher pour être lancées, pour l'instant. Simplement, tout le monde ne les a pas. Ça témoigne un petit peu de la maîtrise de l'arme par le personnage. On sait maintenant comment on a le pool de points, on sait comment on le dépense. Il reste à savoir comment on le recharge. Quelle est la cadence de récupération de ces points d'endurance que je dépense. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la cadence n'est pas liée à la fin du combat. Ça veut dire que votre pool de points d'endurance, une fois que la scène de combat se finit, vous ne le récupérez pas entièrement pour le combat suivant. Le principe est pas compliqué. Vous avez votre pool d'endurance pour la journée. Ça veut dire que vous le récupérez le lendemain matin après vous être reposé. Ce qui veut dire que quelqu'un qui utilise tout son pool d'endurance en un seul combat se retrouve crevé pour le reste de la journée. J'ai ajouté à ce principe 2 exceptions. La première exception, accessible à tout le monde, c'est de prendre du repos pendant le jeu en roleplay. Ça veut dire que si un joueur se retrouve avec un personnage vidé de son endurance, il peut décréter, s'il en a les moyens bien évidemment, qu'il ne va rien faire, il va se reposer pendant au moins 3 heures. S'il a ces 3 heures devant lui, il peut récupérer une partie de son pool d'endurance. C'est l'équivalent du repos du guerrier, ça veut dire que je peux parfaitement enchaîner 2 combats à fond dans la journée, si ces 2 combats sont séparés par un temps de repos pendant lequel je n'ai fait que me reposer. Il ne s'agit pas de courir à gauche à droite ou de faire d'autres activités, il faut dormir. Je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est accessible à tout le monde. Le repos restaure des points d'endurance. La seconde exception, c'est une compétence qui s'appelle méditation. Méditation, c'est comme si on prenait du repos finalement, sauf qu'en fait, au lieu de dépenser 3 heures pour se reposer, vous n'avez besoin que d'une demi-heure de méditation et d'un jet réussi pour récupérer un certain nombre de points d'endurance. Vous voyez le cliché du guerrier qui médite assis en tailleur pour récupérer son chi? Bon ben, on n'en est pas très loin. On a fait le tour de ce qui concernait les points d'endurance, on a vu comment les gagner, on a vu comment les dépenser, on a vu comment les récupérer. Il ne nous reste plus qu'à faire maintenant un vague et bref tour des techniques martiales en elles-mêmes. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait plusieurs façons de les classer, que la façon la plus simple pour les aborder, c'est de dire certaines s'utilisent plusieurs fois, d'autres plus puissantes ne s'utilisent qu'une fois. Il y a en vérité d'autres façons de les classer. Et pour aborder les techniques martiales dans leur ensemble,
je vais basculer sur cette façon de les classer. Globalement, il existe des grandes familles de techniques martiales. Vous avez des techniques martiales défensives, vous avez des techniques martiales de déplacement, vous avez des techniques martiales d'effets secondaires, et vous avez des techniques martiales de bonus. Et pourquoi je les classe dans ces familles-là? Eh bien, je les classe dans ces familles-là parce que vous ne pouvez pas utiliser conjointement deux techniques de la même famille. Ça veut dire que un personnage portant une attaque ne peut pas utiliser deux techniques qui sont considérées comme effets bonus ou deux techniques de déplacement. Si je donne un coup d'épée, je ne peux pas utiliser une technique qui ferait que mon coup d'épée va provoquer un saignement, par exemple, et que mon coup d'épée va entraver la cible. Pourquoi? Parce que ces deux techniques-là sont un effet secondaire. Et il faut que je choisisse un des deux effets secondaires. Je ne peux pas les mettre les deux sur une seule attaque. En revanche, je peux utiliser la technique qui cause le saignement et une technique qui ferait que j'ai plus 2 pour toucher. Plus 2 pour toucher, c'est une technique bonus. Provoquer un saignement, c'est un effet secondaire. De même pour le déplacement, si j'utilise une charge qui agit sur ma façon de me déplacer, je ne peux pas en même temps utiliser une autre technique de déplacement qui me permettrait par exemple de faire une case en plus. C'est deux techniques de déplacement, donc elles ne sont pas conjointes. Et pour aider les joueurs dans ce petit travail de choix, chaque carte comporte des pictogrammes qui rassemblent un petit peu, qui résument un petit peu de quelle famille elle relève, sachant que certaines techniques peuvent relever de plusieurs familles en même temps. Vous allez avoir des techniques qui incluent et du déplacement et du bonus, ou et du déplacement et de l'effet secondaire, et du coup forcément elles ne sont pas compatibles avec leur cousine à côté. Et petite précision pas inutile, au sein de la catégorie défensif, qui est généralement une façon d'avoir des techniques pour dévier des attaques ou amoindrir leurs résultats, vous avez en gros deux catégories. Vous avez le défensif instantané et vous avez le défensif qui va s'activer et qui va durer jusqu'à certaines conditions, jusqu'à annulation par exemple, où je vois le cas de figure d'une technique qui fonctionne tant que vous ne bougez pas. Ce qui veut dire que tant que le personnage ne bouge pas, la technique est encore active et n'a pas besoin d'être relancée à chaque tour. La catégorie des techniques libres est bien évidemment la catégorie où les gens vont le plus se ruer, puisqu'il y a des compétences très génériques, utiles dans beaucoup de situations, pas forcément plus puissantes ou moins puissantes, ça c'est pas le même délire, mais ça permet d'éviter l'impression que quelqu'un qui manie une arme va être cantonné à un rôle précis. À titre d'exemple, si je prends les 4 premières qui sont proposées, nous avons charge, réflexe défensif, coup bas, blocage. Si je regarde, charge, je vois que c'est une technique martiale de mouvement, c'est pour ça qu'il y a le petit bonhomme qui est en train de courir. Réflexe défensif, c'est une technique martiale de défense. Coup bas, c'est une technique martiale d'effet secondaire. Et blocage, c'est une technique martiale de défense. Ce qui veut dire que, à aucun moment dans le tour, je ne peux utiliser réflexe défensif et blocage. Réflexe défensif, c'est défensif. Ça me permet d'enlever ou de mettre ma posture défensive quand je veux. D'ordinaire, le joueur déclare sa posture défensive ou l'enlève à son init. Donc si jamais ça le handicape, il doit supporter le handicap jusqu'à pouvoir agir. Le joueur utilisant réflexe défensif ajoute la posture de garde ou l'enlève n'importe quand dans le tour. Et donc fait sauter le malus ou récupère un bonus quand il en a envie. Le seul moment où il ne peut pas le faire, c'est une fois qu'il a lancé les dés pour attaquer.
C'est-à-dire que c'est avant le jet d'attaque que le joueur va me dire « J'utilise réflexe défensif pour enlever le malus de -2 ». C'est un peu ça l'idée. Hein. Et je porte mon attaque. C'est pas une fois qu'il a constaté qu'il avait raté à 2 points qu'il va me dire « du coup je vais enlever ma posture de défense, comme ça vu que je sais que mon dé il est à 2 points, hop, je touche ». Non, non, ça va pas jusque-là. Il y a de manière générale assez peu de techniques qui s'utilisent une fois que les dés ont été lancés. C'est toujours un pari, une technique martiale. C'est rarement gratuit et automatique. Je dis rarement parce que certaines oui, mais la plupart non. Si je regarde coup bas, je vois qu'elle peut s'utiliser 3 fois, je vois que c'est une technique d'effet secondaire, c'est le petit crâne. Et on me dit que en cas d'attaque réussie, je donne un violent coup de pied. En fait, je bouscule le mec en face et je le fais reculer d'une case. Et je fais un test, ma force contre son agilité, et s'il rate, je le mets par terre. Typiquement, ça c'est une technique qui s'utilise une fois qu'on a réussi l'attaque. C'est un espèce de second enchaînement avec une bourrade. Ça veut dire qu'on n'a pas à prendre le pari sur est-ce que je vais toucher, est-ce que je vais pas toucher. C'est quand je vois que j'ai touché, je fais le mouvement qui fait reculer d'une case. Ça, l'adversaire n'a pas le choix. Et je fais un jet pour savoir s'il est par terre ou pas. Et la quatrième, blocage, très simple. Elle demande d'avoir un bouclier, sinon elle ne fonctionne pas. Et ça me donne 50% de chance de parer une attaque qui m'a touché. Donc c'est après le jet d'attaque de l'adversaire. Et ça fonctionne même avec les projectiles, car il y a des attaques de déviation qui ne marchent pas sur les projectiles. Je vais m'intéresser à la ligne 2 et on va s'arrêter là parce que je ne vais pas faire les... je sais plus combien il y en a plus d'une centaine en tout. Nous avons ténacité, position offensive, attaque opportune et interception. Je vois que les 4, il y a un 3 en haut, donc elles peuvent s'utiliser plusieurs fois. Et ténacité est intéressante parce que techniquement elle a 3 petits pictogrammes sur la carte. Elle a un sablier, un mec qui court et un bouclier. Bouclier, ça veut dire défensif. Donc si je fais ténacité, je ne pourrais pas utiliser le blocage qu'on a vu avant, ce tour-ci. Elle a le mec qui se déplace, ce qui veut dire que je ne peux pas faire une charge et activer ténacité dans le même tour. Et elle a le petit sablier, ça veut dire, une fois que je l'active, elle dure jusqu'à ce que je l'arrête, donc une condition l'arrête. Donc elle se prolonge au fil des tours. Et quand on lit le résumé de la technique, ça se comprend. En sacrifiant toutes ses attaques, le personnage gagne plus 4 en défense et peut se déplacer à moitié de son mouvement. C'est pour ça qu'elle a le picto déplacement. Ça veut dire que je ne peux pas me mettre en ténacité, donc handicaper mon mouvement et partir dans une charge. Ce serait un cumul des bonus, un peu objectif, voyez, un peu technique, mais absolument pas crédible et réaliste. Et comme la technique m'apporte 4 en défense, elle a le bouclier de « je suis une technique défensive », et donc elle me bloque l'accès aux autres techniques défensives, pour le tour. Ça veut aussi dire que si je la laisse active, donc je me mets en ténacité, je gagne mes bonus, je perds mon mouvement, je sacrifie toutes mes attaques, donc je n'ai accès à aucune attaque gratuite, je les sacrifie réellement toutes. Et le tour suivant, la carte est toujours présente. Ça veut dire qu'elle m'interdit d'utiliser des techniques défensives, et elle m'interdit d'utiliser des techniques de déplacement. C'est comme si je l'avais rejoué, mais de manière gratuite en quelque sorte. Si je regarde position offensive, on voit qu'il y a déplacement et petite épée croisée. Petite épée croisée, ça veut dire gagne une attaque. Il y a des techniques, je me rends compte maintenant que je les ai gentiment oubliées, mais il y a des techniques qui sont signalées comme donne une attaque en bonus. Et ça suit la même règle, ça veut dire que si j'ai utilisé une technique pour gagner des attaques, je ne peux pas en utiliser une deuxième pour gagner encore plus d'attaques. C'est une par tour. Donc si j'active position offensive, je sacrifie mon déplacement. C'est pour ça qu'elle est flaguée déplacement.
puisque je le sacrifie, je peux pas derrière jouer une carte qui me donne du déplacement, ou qui altère mon déplacement encore plus. Je pourrais pas faire de la ténacité position offensive, car elles sont toutes les deux flaguées déplacement. Donc je sacrifie mon déplacement, et mon personnage gagne une attaque avec son arme principale. Et je précise bien sur la carte, cette attaque supplémentaire, elle n'est pas classique, c'est pas juste lancer le dé. Si je veux, je peux placer dedans une technique martiale. Prenez par exemple le coup bas qu'on a vu juste avant. Ça veut dire que mon personnage arrête de bouger, il se met en position statique, il gagne une attaque en plus avec sa main droite, et quand je fais cette attaque-là, admettons qu'elle touche, je peux dire et je la fais suivre d'un coup bas. C'est un effet secondaire, je n'ai pas utilisé d'effet secondaire. Si on regarde la troisième, attaque opportune, on voit qu'elle est juste flaguée attaque en plus, voilà, attaque supplémentaire. Si un adversaire traverse une case adjacente sans s'y arrêter, un adversaire qui arrive à votre CAC, vous ne pouvez pas faire une attaque opportune parce que il s'est arrêté dans la case en question. En revanche, quelqu'un qui est devant vous et qui vous contourne pour être derrière vous, ben pour faire ça, il a traversé des cases sans s'y arrêter. Là, vous pouvez dire je lui fais une attaque opportune. Ça me donne une attaque gratuite. Donc je peux le taper quand il me passe à côté. Je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Et là je précise bien que cette attaque elle est classique. C'est une attaque un petit peu au dernier moment, un petit peu à la va-vite. Je peux pas, par exemple, placer un coup bas derrière. Je peux juste en profiter pour le taper en passant. Et je peux pas viser non plus. C'est vraiment une attaque de base. Et pour boucler ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, si je suis en position offensive, je peux pas utiliser attaque opportune, puisque les deux techniques sont flaguées attaque en plus. Donc j'aurai pas plus une attaque d'un côté et une attaque gratuite parce qu'un mec est passé par ma case. J'ai fait mon choix. Et la dernière, interception. On voit que c'est flagué défense. Et ça offre 50% de chance de dévier une attaque réussie sur quelqu'un qui est à côté de moi. Ça vous permet d'intercepter un coup qu'un mec prend. À l'épée, au bouclier, peu importe, il n'y a pas nécessité d'avoir un bouclier sur celle-ci. En revanche, on parle bien de dévier une attaque réussie. Ça veut dire qu'elle ne marche pas contre les projectiles. Elle ne marche que sur les coups portés au corps à corps. Et c'est vraiment dévier. C'est frapper dans l'arme de l'adversaire, avec quelque chose que vous voulez, mais voilà. C'est pas frapper dans une flèche ou frapper dans un javelot. C'est pas comme ça qu'elle marche. Et pour finir, voici des techniques libres, encore. Mais vous voyez qu'en fait, il y a plus d'informations marquées qu'avant. Provocation, coup en traître, acharnement, frénésie. Je remarque déjà qu'il y en a qui ont le petit chiffre en haut à droite et il y en a qui l'ont pas. Donc il y en a qui s'utilisent 3 fois dans la scène de combat et il y en a qui s'utilisent une seule fois dans la scène de combat. Vous devinez déjà quelles sont les plus puissantes. Mais je remarque aussi que à côté de libre ou de maîtrise libre, parce que j'ai pas encore vraiment orthonormé la façon d'écrire tout ça, il y a un chiffre entre parenthèses. Pardon. Ce chiffre entre parenthèses, c'est quel est le rang d'armes que je dois avoir pour avoir le droit de l'acheter. Si je prends provocation, ça veut dire que je ne peux l'acheter que quand j'investis un rang 4 ou supérieur dans une arme, n'importe laquelle, ou en combat à main nue. Sinon, elle est trop compliquée pour des débutants. Coup en traître, c'est 5. Acharnement, c'est 5. Frénésie, c'est 5. Provocation, c'est du déplacement. Et c'est assez classique, c'est assez jeu vidéo en plus. On fait un test de charisme comparé entre le joueur et sa cible, entre mon PNJ et le joueur. Et si je gagne, le joueur doit porter au moins une attaque sur mon PNJ. Et inversement, si le joueur gagne, mon PNJ doit porter au moins une attaque. Alors s'il en a 2, il peut mettre la deuxième ailleurs, c'est pas un problème ça. En revanche, s'il en a qu'une, c'est forcément sur le PNJ. Utilisable 3 fois. Et pas automatique, puisque c'est du charisme comparé.
c'est de la provocation. Coup en traître, vous remarquez aussi qu'il y a marqué rare à côté. Acharnement aussi, il y a marqué rare. Les techniques rares coûtent 2 points d'endurance. C'est les techniques chères en fait. C'est les techniques éprouvantes. Coup en traître et acharnement partagent la même idée, c'est porter plus d'attaque. Et vous noterez peut-être, si vous avez bien suivi, qu'elles n'ont pas la mention attaque gratuite. Et c'est pas un oubli. C'est pas un oubli, ce sont des techniques, ce sont même les 2 seules techniques qui quelque part donnent une attaque gratuite et qui permettent de cumuler avec une autre attaque gratuite. Elle ne bloque pas l'usage d'une attaque gratuite. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher en fait. La première permet de porter 2 attaques à la main droite, la deuxième permet de porter 2 attaques à la main gauche. Et attention, ce ne sont pas des attaques gratuites. Elles ne suivent pas de règles sur attaque en plus. Pourquoi j'insiste lourdement, et c'est marqué, hein, cette seconde attaque ne peut être portée seule. C'est-à-dire que c'est pas je gagne une attaque et donc du coup je vais la dépenser pour quelque chose qui me demande de dépenser une attaque et il va m'en rester une en soute. Je n'ai cette deuxième attaque gratuite que si je porte la première. Il faut que j'ai cette première attaque pour pouvoir la faire suivre par une seconde. Elles marchent ensemble, elles ne sont pas dissociables en fait, voilà, c'est ça l'idée. C'est je tape 2 fois au lieu d'une, et j'ai pas une attaque en plus. On joue avec les mots, mais en fait, en vrai, ça a son importance. Ça peut les rendre très puissantes, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'attaques d'une certaine façon, mais ça coûte très cher en endurance. Et je précise bien, l'attaque x2 ne peut pas bénéficier d'une technique. Donc je ne peux pas utiliser cette deuxième attaque pour dire, et celle-là, elle provoque un coup bas. Si je veux faire un coup bas, c'est ma première attaque qui doit provoquer le coup bas. Ça n'a pas toujours d'impact, mais parfois ça peut. Et la dernière, frénésie, très utile, mais vous voyez qu'elle demande quand même un rang 5. Ça permet d'annuler les effets d'une blessure grave qu'on vient de se prendre dans les dents. Les blessures graves, on les a vues la vidéo d'avant. Ce sont les blessures qui sont causées par les coups mortels. C'est-à-dire que, en résumé, c'est aveuglé au niveau de la tête, c'est incapacité au niveau du bras, et c'est entravé au niveau des jambes. Si j'ai cette technique-là, je dépense 1 point d'endurance, et j'ignore la blessure grave. Et je peux l'utiliser jusqu'à 3 fois dans un combat. C'est quand même pas dégueu. Toutes les armes ont maintenant leur technique. On va pas toutes les voir, ça serait bien trop long, mais pour vous donner un exemple, une idée, on va jeter un coup d'œil à la dague. La dague est une arme très particulière puisqu'elle fait peu de dégâts et qu'elle est très rapide et ignore pas mal de malus. Voilà ce que je peux utiliser, voilà ce que je peux acheter quand j'investis des points de progression en arme dague. Je peux me procurer une technique martiale qui s'appelle feinte, qui est un effet secondaire, et qui permet que mon coup de dague ignore l'esquive de mon adversaire. C'est sûr, ça marche pas des masses sur un mec qui est en plate. Il faut être con pour essayer de faire ça. Mais quand vous repérez que votre adversaire joue beaucoup à l'esquive parce qu'il a une grosse agilité, c'est un moyen de balayer d'un revers de la main négligent un bonus de plus 3 par exemple à sa défense. Perforation est aussi un effet secondaire, pas dégueulasse. Si mon attaque touche, je double les dégâts. Ça veut pas dire que une fois qu'elle touche, je me dis tiens, je vais faire une perforation. Ça veut dire que je prends le pari avant de lancer le dé. Je déclare une perforation, si je touche, c'est dégâts x2. Ça reste une dague, mais ça permet d'arriver à un certain montant de dégâts. Et imaginez que ce coup de dague soit par exemple à la tête, ou un critique, ça peut valoir le coup parce que une dague qui fait un critique, c'est 1 d4 plus 4. Imaginons qu'elle tape à la tête, ça fait 1 d4 plus 7. Imaginons que je fasse 2, ça fait 9. Ben 9 x 2, 18.
permet de tuer des trucs, 18 points de dégâts, hein, ou de mettre vraiment dans le bad sur juste une perforation particulièrement chanceuse, nous sommes d'accord. Sinon, j'ai coup arrière. Coup arrière, c'est une attaque gratuite. C'est une technique qui fonctionne quand votre personnage est attaqué dans le dos. Donc, un mec vous attaque dans le dos, il a son bonus de plus 2, c'est ça le but, hein. Il a son plus 2, et bien avant qu'il attaque, au moment où il va vous attaquer avec son bonus de plus 2, vous intercalez un coup arrière dans sa gueule. Et c'est un coup classique, on ne peut pas viser, on ne peut pas utiliser de technique. Mais c'est manière de lui coller un petit pain en passant. Et la dernière, la plus puissante à l'heure actuelle, j'ai pas créé encore les trucs super délirants parce que je préfère les créer quand je sais comment le jeu tourne et tourne bien, plutôt que de les faire trop à l'avance et découvrir que ça marche pas. Donc c'est un peu ma première tentative de faire des techniques vraiment violentes. Elle demande le rang 8, c'est pas facile d'arriver au rang 7, 8, 9 et 10, très compliqué. On le verra quand on parlera des compétences, mais vous verrez que c'est très compliqué. En revanche, si vous y êtes, c'est une technique rare, donc elle coûte 2 points d'endurance. Elle ne s'utilise qu'une seule fois dans une scène de combat. Et si vous faites un coup mortel à la tête, alors c'est pas un pari, c'est je fais un coup mortel. Coup mortel, c'est maximum dégâts, donc on attaque, on joue. Et à un moment, le joueur, il fait un coup à la tête. Et ses dégâts sont maximum. Il touche à la tête, il fait des dégâts maximum. Il peut me dire, j'utilise 2 points d'endurance et je tente un sourire. Je tente de trancher la gorge en fait. À ce moment-là, on prend le niveau du joueur, on le multiplie par 3, et c'est son pourcentage de chance de tuer sur le coup. Et d'égorger le gars. Donc, vous imaginez bien que c'est certainement pas un mec niveau 3 qui va faire un sourire. Techniquement parlant, il est au moins niveau 8. C'est peut-être un niveau 8 très chanceux, qui n'a jamais raté un jet, qui est donc arrivé d'Agre en 8. Ça peut arriver sur le papier, même si en vrai, il est vraiment très chanceux. Ce mec-là, niveau 8, il réussit ça, il fait un sourire. 8 x 3, 24. Il a 24% de chance de tuer le mec sur le coup. Alors que la même chose fait par un type qui est niveau 20, niveau 20, il a 50% de chance de tuer sur le coup. Voilà, vous avez la couleur de la dague. Vous voyez ce qu'on peut faire avec une dague. Imaginez ce qu'on peut faire avec toutes les autres armes. Je sais pas si je ferai une vidéo pour chaque arme. J'en suis pas convaincu de l'utilité du bousin. Il y en a d'autres qui vont apparaître. Forcément, ce genre de système, ça donne envie de créer des techniques pour que les joueurs ils aient un pool de trucs sous les yeux. Pour autant, chaque technique que l'on introduit joue avec l'équilibre global. Donc là, j'en ai produit plein. Chaque arme, on a un bon paquet. On a à peu près, chaque arme, on a à peu près une dizaine. Plus les techniques libres. Bah, croyez-moi qu'avant qu'un joueur ait absolument tout ce qui existe dans son portefeuille, il s'écoulera déjà du temps. Donc je suis déjà plutôt couvert et j'ai à peu près tous les éléments que je souhaite. Il y a pour l'instant, à mon sens, un grand absent avec lequel je joue pas beaucoup, même 2 absents on va dire. J'ai peu de techniques qui jouent sur l'initiative, très peu, pour la gagner ou pour l'échanger contre quelque chose, j'en ai pas des masses, et j'ai pas beaucoup de techniques qui jouent avec les coups visés, ou les coups mortels, ou les coups critiques. Je me suis pas encore aventuré dans ce délire-là, parce que je les trouve déjà suffisamment impactants dans le combat, sans en plus donner aux joueurs une manière d'enfoncer encore plus le clou pour un point d'endurance. Ces techniques, c'est plutôt pour faire en sorte que des attaques normales ne le soient plus. Pas pour rendre encore plus bourrines les attaques qui ont déjà un effet sympathique. Et vous pourriez me dire, mais au bout d'un moment, est-ce que le personnage se retrouve pas avec un paquet de cartes, avec un deck de techniques martiales tellement énorme qu'il est tout perdu, etc. etc. Oui. D'autant plus que les joueurs qui utilisent des techniques martiales peuvent aussi utiliser de la magie, ou de la prêtrise, et du coup ça fait encore plus de cartes dans leur deck. Le truc, la solution,
un peu comme un Magic finalement, c'est qu'en fait, quand vous commencez une scène de combat, vous allez sélectionner maximum 28 cartes. Et donc vous devez choisir à l'avance de quoi vous vous munissez pour faire un combat. Technique et sort mélangés. Ça veut dire que quelqu'un qui arriverait à jouer une sorte de guerrier mage, ben, va devoir faire un choix parmi tous ses sorts et toutes ses techniques, et n'en conserver que 28, ce qui est déjà un bon gros paquet, hein, 28. Mais fatalement, ça met des trucs qui lui sont hors de portée. Et pour le coup, peut-être que je rentrerai une technique martiale qui permet d'en échanger une contre une autre. Finalement, alors je ne l'ai pas encore fait, mais ça fait partie des idées qui traînent et qui seront peut-être un jour mises en œuvre. Voilà les cadavres, vous avez tout le principe des techniques martiales. Je le trouve sympathique, je le trouve efficace. Ça fait que les armes sont différentes alors que pourtant elles ont une plage de dégâts absolument identique. La différence se fait pas sur les dégâts qu'elles peuvent faire, la différence se fait sur